mesdames, messieurs. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. En fait, j'ai souhaité, pour échanger avec vous ce soir, faire un pas de côté et essayer de faire un bilan, une analyse de ces 40 années professionnelles durant lesquelles j'ai exercé comme psychologue clinicienne dans le secteur social, comme DRH dans de grandes entreprises multinationales et aussi comme conseiller prud'homal. Donc, depuis les années 70, la volonté de moderniser l'entreprise et les rapports sociaux, en voulant dépasser la limite d'un collectif qui indifférencie pour privilégier une approche individualisée, ce qui était plutôt une idée généreuse au départ, donc pour privilégier une approche individualisée des travailleurs, a conduit aveuglément à un système où le tout individu s'est installé et domine la relation via les objectifs personnels, la performance individuelle, la reconnaissance personnelle, etc. Ce positionnement à tout prix dans la rationalité a, dans un revers pervers, produit un individualisme forcené dans un climat de stress ambiant, induit, silencieux, policé, le stress de la performance. Or, paradoxe, ce toujours plus de je a conduit à un sentiment dominant de souffrance, de harcèlement et de repli sur soi, rarement atteint. On le voit donc, la question de la souffrance n'est pas du tout compassionnelle, mais est exclusivement politique, au sens où elle nous renvoie à la place du sujet dans l'organisation, de l'organisation dans le collectif, du partage social, du désir de société. En 1998, c'est le livre de Marie-France Irigoyen qui a touché vif certains DRH qui se sont sentis concernés, comprenant qu'un tabou venait d'être levé, qui allait produire des effets au sein des entreprises. Aussi, en juin 2000, le conseil d'administration de la NDCP, devenu ANDRH, décidait de mettre en place un groupe de travail composé de DRH, lui fixant des objectifs forts, prendre part au débat et émettre des propositions et des recommandations auprès des pouvoirs publics, et aider les DRH dans la compréhension et la prise en compte du phénomène en élargissant les échanges avec d'autres acteurs de l'entreprise, particulièrement les médecins du travail et les spécialistes de ces sujets. Les échanges suivis mis en place avec les médecins du travail ont permis de mettre en évidence, au-delà de la difficulté, voire de la réticence première des deux parties à l'idée d'un partenariat, l'intérêt d'une possibilité de complémentarité des rôles et de l'efficacité des échanges dans un esprit de co-construction dans la gestion des cas de souffrance au travail, mais surtout dans le travail de prévention et d'alerte en amont des problèmes, ainsi que dans les actions d'accompagnement et de sensibilisation du management sur les liens entre santé du travail et relations professionnelles. En effet, comme l'ont montré nos différentes enquêtes et comme l'a rappelé le rapport rédigé par Henri Lachmann, Muriel Pénicaud et Christian Larose, la santé des salariés, c'est d'abord l'affaire des managers qui dirigent et font un travail de proximité avec leurs équipes. Les dirigeants et l'ensemble du management, porteurs de la responsabilité en matière de sécurité et de santé physique et mentale au travail, sont totalement démunis. Ceci pose la question de la formation initiale, de la formation continue des managers et de tous les managers, ainsi que de leur accompagnement. Ici, je pense, le rôle des services de médecine du travail et de ressources humaines, entre autres, ont toute leur pertinence. D'où nos propositions. Parler de santé globale, être dans le préventif, considérer la santé comme un enjeu, un levier de performance pour l'entreprise et les organisations, préparer les dirigeants aux problèmes de santé au travail dans tous les aspects de la santé dans l'entreprise, en faire un des piliers de la RSE, parler d'empreinte santé, l'intégrer dans le dialogue social des entreprises, intégrant les prestataires de celles-ci et des territoires, impliquer tous les acteurs internes et externes, mettre en place un dialogue social territorial et des GPEC territoriales, impliquer et challenger les mutuelles et les groupes de prévoyance, intégrer les politiques d'éducation sur la santé dès le plus jeune âge et développer les espaces de parole, etc. Moi, j'ai juste une question à poser à Charlotte que je connais bien parce que c'est une très bonne DRH, très impliquée. Comment concrètement,
puisque des cas de souffrance au travail, tu en as connu. Bien sûr. Qu'est-ce qui a pu faire que tu sortais ou que l'entreprise sortait par le haut? Qu'est-ce que la DRH expérimentée a à nous dire sur ce sujet-là? C'est très très compliqué d'occuper dans une entreprise cette fonction charnière qui est un travail un petit peu d'équilibriste, qui est celui du DRH, qui est toujours trop du côté des salariés ou trop du côté du patron, selon du point de vue duquel on parle. Mais encore faut-il les former et les aider à pouvoir occuper cette position, parce qu'en fait c'est possible. Je crois qu'on est beaucoup dans la censure, et dans l'autocensure, mais que c'est possible d'aller frapper à la porte à condition d'avoir des solutions. Parce que ça suppose de comprendre, et vous l'avez évoqué en parlant aussi de la souffrance des managers et des dirigeants, de comprendre les contraintes de toutes les parties prenantes et de pouvoir, dans la prise en compte et à partir de la prise en compte de celle-ci, restituer la place de la personne qui est en situation de souffrance comme sujet et d'essayer de voir comment une solution et d'étudier ensemble, je dis bien ensemble, comment une solution est possible, et elle est souvent possible. Et je me suis rendu compte, même dans des situations très banales, comme les situations par exemple disciplinaires, que quand on utilisait une situation d'entretien disciplinaire comme un espace d'écoute, dans 90% des cas, voire plus, on a des solutions. C'est du courage.